Et je laisse la parole à l'expert. Vous allez commencer. Bonsoir, merci de m'accueillir tous. On va commencer. Bonsoir à tous. Donc, on a l'honneur d'avoir Ludovic Billong avec nous. La première chose qu'on tenait à faire par rapport à Monsieur Billong, c'était une petite introduction, voir ce qui était intéressant de retenir de son parcours. La première chose, on peut dire qu'il y a 3 points. Il est ingénieur de formation. Il a également un doctorat de Paris-Dauphine. Il est directeur d'une société qui s'appelle PA2M, c'est une entreprise de 250 salariés dans l'algorithmie prédictive. Il a notamment comme client Uber. Il cherche justement à faire de l'optimisation des courses, SNCF, Fly Emirates. Voilà. Et il va rejoindre sûrement l'ENA en 2018. Il faut d'abord que je réussisse le concours. Ouais. Par rapport à ses expériences, maintenant, la première, c'était une création de boîte en Angleterre pendant 5 ans, puis une revente. La deuxième, après, vous vous êtes dirigé notamment comme pilote, dont une partie qui s'est passée en tant que pilote de ligne, et vous avez fini votre formation en Lituanie après 2 ans chez Air Baltic. C'est ça. Et après, vous avez eu une opportunité, notamment en Afrique. C'est pour cela qu'il s'est spécialisé dans l'intelligence artificielle et pendant les périodes électorales passées. Et vous êtes notamment propriétaire du 5e site en Afrique en termes de trafic et présent dans 12 pays qui font justement de l'algorithmie dans plusieurs domaines. Donc maintenant, Monsieur Billong va passer à une introduction sur l'intelligence artificielle. Je vous souhaite une bonne conférence. Comment ça va se passer avec les slides? Il n'y a pas une petite télécommande, quelque chose? Alors, bonsoir encore une fois. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est déjà l'intelligence artificielle? Qui a une idée? Oui? Vous avez tous des smartphones, hein? Tous Android, tous Facebook. Qui n'a pas Facebook ici? Personne. WhatsApp? Personne. Vous n'avez pas. Vous avez un iPhone? D'accord, donc intelligence artificielle. Instagram. Qui est sur Instagram? Voilà. Donc vous utilisez tous de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est présente aujourd'hui dans nos vies depuis à peu près une 15aine d'années. Et elle va révolutionner le marché de l'emploi. D'accord? Donc, je vais passer au sommaire. Donc, je vais faire une petite introduction. Ensuite, on va définir ensemble très rapidement ce que c'est l'intelligence artificielle. On la caractérise par 2 types. Donc, l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. Alors, ensuite, on va regarder dans un 3e temps donc les nouveaux risques à court et moyen terme. Et ensuite, si jamais on a un peu de temps, on va faire une projection en 2080. À quoi va ressembler notre monde? Alors oui, ceux qui sont intéressés par les sciences, je tiens un blog et j'ai un compte Twitter. Donc le blog c'est Free to Think, en quête de savoir. Donc très régulièrement, je poste des articles, hein, on va dire des petits billets sur la science. J'essaie de vulgariser un maximum pour que ça soit accessible à tout le monde. Alors, mon introduction. On a connu 3 grandes révolutions industrielles. La première, qui s'en souvient? Grande révolution industrielle, oui. Exactement. Donc, vous savez c'était quand à peu près? Vous savez quand c'était? Quel siècle? Et, je dirais un peu plus tôt, 1790, hein, au XVIIIe siècle. Hein, d'accord? Donc, à chaque révolution industrielle, vous allez avoir une bulle spéculative. Donc, il va y avoir la prospérité. Hein, donc, les entreprises vont créer de l'emploi. Il va y avoir un boom technologique.
Et qu'est-ce qui va se passer? Création de l'emploi, donc plus en plus d'argent, et ensuite, crack, voilà. Vous vous souvenez de la Grande Dépression en 1870, la première crise bancaire? Personne. Je suis dans une école de business, hein, non? Ok. Donc, deuxième révolution industrielle. Qui se souvient? Quelles ont été les avancées technologiques? Il y a le pétrole, mais essentiellement, qu'est-ce qu'on a découvert? Avant la voiture, ça c'est les applications de... Juste avant, quelque chose de très important, on l'utilise tous les jours. L'électricité, voilà. Qui se souvient qui est un père de l'électricité? Edison, voilà. Très bien. Donc ça a débouché aussi, donc il y a eu beaucoup de prospérité, beaucoup de richesse, beaucoup de nouveaux riches. Et deuxième crise financière, hein, la crise de 29, avec le fameux jeudi noir, qui a débouché sur la Seconde Guerre mondiale. Hein. Troisième révolution industrielle, qui se souvient? On est sorti de la troisième. Alors, qu'est-ce qui caractérise, quelles sont les technologies qui caractérisent la troisième révolution industrielle? Alors, le numérique, on va dire les télécoms, hein, Internet, hein, quoi d'autre? On en utilise tous les jours. Non. L'informatique, les PC. Hein. Donc, troisième révolution industrielle, ça a créé de la prospérité. Dans les années 2000, il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, des nouvelles idées, des nouvelles entreprises. Et en 2008, on a eu la crise des subprimes. En 2008, vous vous souvenez? Et on est encore en train de subir en Europe une partie de cette crise. Quatrième révolution industrielle, celle dans laquelle nous sommes rentrés, c'est laquelle à votre avis? La robotique, je suis d'accord. Qui a dit la robotique? La robotique, ça fait un petit moment déjà, mais on est en plein dans la robotique, je suis d'accord. Il y a quoi d'autre? L'intelligence artificielle, très bien. Et quelque chose de très important, des nanotechnologies. Est-ce que vous savez ce que c'est des nanotechnologies? Voilà. Oui, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut représenter? Les puces, hein? Vous avez déjà fait du paiement sans contact avec vos cartes de paiement? Voilà, sur vos cartes bleues. Donc il y a des puces RFID qui sont des puces de nanotechnologie. D'accord? Et les biotech. Donc, à quand la prochaine crise économique? Dans 10 ans. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas économiste, mais en tout cas, ce que ça va faire, ça va créer des nouvelles entreprises. Est-ce que quelqu'un peut me donner le chiffre le nombre de personnes qui travaillent chez WhatsApp? Allez, on va jouer un petit jeu. Combien? 30? Un peu plus. Un tout petit peu plus que 50. 55. Ils sont 55 petits génies chez WhatsApp. Et ils ont créé combien de valeur en termes d'argent? Combien vaut l'entreprise? 23 milliards. Qui m'a donné ce chiffre? Ouais, parfait. 23 milliards. Donc 55 petits génies ont créé 23 milliards de richesses en capital. Facebook a racheté cette boîte en 2012, je pense. Et aujourd'hui, WhatsApp, Facebook et Instagram représentent 115 milliards de dollars. 115 milliards de dollars. Juste pour vous donner à peu près une échelle de comparaison, on va prendre l'entreprise Renault, enfin Peugeot plutôt, hein, dans le Jura, ils sont 101 000 salariés à travers le monde. Pour combien de valeur? Alors c'est beaucoup moins que WhatsApp. Beaucoup moins. 10 milliards, exactement. Donc 55 contre 101 000 pour créer la moitié moins. Est-ce que ça va durer encore longtemps? À votre avis? Ça va pas durer longtemps. Alors, j'ai mis quelques illustrations au tableau avec Garry Kasparov. Vous connaissez tous Garry Kasparov. Vous savez quand est-ce qu'il s'est fait laminer par Deep Blue, le programme d'intelligence artificielle d'IBM? Dans les années 90, c'était en 97. Et plus récemment, l'algorithme prédictif de Google, AlphaGo, vient de battre le champion sud-coréen, je crois, au jeu du Go. Hein? Bon, personne joue au Go, c'est normal. C'est un jeu très compliqué. Mais, oui. Mais il a perdu quand même. Donc,
Bon, il a gagné une manche. Bon. Donc, bon, jusqu'à quand? Donc, je pense que d'ici l'année prochaine, l'ordinateur sera plus puissant. Donc, tout ça pour dire qu'on a deux intelligences artificielles. On a DeepMind chez Google et Watson chez IBM, qui sont des supercalculateurs, des ordinateurs, donc, qui font de l'intelligence artificielle tous les jours. Nos téléphones, nos smartphones, nous sommes truffés d'intelligence artificielle. Dans vos véhicules, qui conduit des véhicules? Qui a une voiture? Voilà. Qui a des capteurs de recul sur les véhicules? C'est de l'intelligence artificielle. D'accord? Sûrement la caméra qui est en train de me filmer va faire des corrections. C'est aussi de l'intelligence artificielle. Tout est intelligence artificielle. Est-ce que vous commencez à voir et à comprendre un peu les enjeux économiques qui vont se trouver derrière l'intelligence artificielle dans les prochaines années? Voilà. Celui qui sera à l'écart de l'intelligence artificielle, donc a fortiori des ordinateurs et des smartphones, sera out. Il sera sûrement au chômage. Alors, on va apporter une petite définition de ce que c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très simple en fait. Ce sont des petits programmes informatiques qu'on appelle des algorithmes qui sont capables de faire des prédictions. Alors c'est pas que ça devine le futur, c'est que ça recherche des tendances. Alors comment on peut trouver une tendance? Par exemple, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous avez tous YouTube chez vous. Sur YouTube, vous avez tous une page d'accueil qui est différente. Chacun a des recommandations en fonction des visites et des vidéos qu'il a déjà vues. Alors, qui a déjà remarqué que sur YouTube, il a généralement sur sa première page les musiques qu'il préfère? Vous avez tous remarqué. Donc en fait, tous autant que nous sommes dans la salle, nous avons des pages YouTube différentes. Et elles sont toutes personnalisées en fonction du robot, enfin plutôt de l'algorithme d'intelligence artificielle qui a fait une prédiction sur la prochaine vidéo que vous êtes capable d'aimer. Donc, quand vous êtes sur Internet, des robots, enfin on va dire les algorithmes d'intelligence artificielle de Google, vous observent, scrutent le moindre clic. Et chaque clic que vous faites, il le stocke dans une base de données, qu'on appelle plus communément du big data. Et à partir de là, il vous propose des choses que lui estime que vous allez aimer. C'est un peu flippant quand même, non? Se dire qu'on est autant surveillé jusqu'à nos clics. Qui a déjà eu de la pub ciblée sur Internet? Vous avez acheté un truc, vous voulez partir à Rome, et puis tout d'un coup, sur vos pages, vous voyez que des promotions pour des voyages. Tous? Qui a déjà eu des pubs bizarres? Tous, normalement, puisque au départ, aucun algorithme ne nous connaît. Il apprend à nous connaître en fonction de notre trafic. Alors c'est simple, qu'est-ce que Google a fait? Ils ont inventé plusieurs plateformes, par exemple Gmail, YouTube, pour que vous restiez un maximum de temps sur leur plateforme, pour qu'ils vous connaissent un maximum possible. Une fois qu'il a pu enregistrer tous vos mouvements sur Internet, c'est par la suite qu'il va faire ces algorithmes d'intelligence artificielle qu'on appelle du machine learning. Et ces machine learning sont des algorithmes, des petits programmes, qui vont apprendre d'eux-mêmes. Ils vont apprendre à vous connaître. Donc, l'intelligence artificielle intervient à partir du deep learning quand on va imiter le cerveau par un système de neurones. Alors, système de neurones, ça peut paraître complexe. En fait, on va imiter avec des algorithmes le système de notre cerveau. Donc, on va prendre plusieurs petits algorithmes et on va les compiler dans un seul programme qui vont apprendre à nous connaître. Et c'est ce qu'on aura du deep learning. La photo que vous voyez ici en bas à gauche, c'est un algorithme d'intelligence artificielle en train de rêver. Et il vient nous faire cette peinture. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des pochettes que vous voyez sur les disques, quand vous achetez un disque, ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle qui les ont dessinés. C'est plus des êtres humains. La musique, la plupart de la musique que vous entendez sont faites par de l'intelligence artificielle. Vous avez un programme qui s'appelle Watson Beat qui fait de la musique. Alors, vous êtes en train de me dire, on va finir par disparaître, mais oui, celui qui ne va pas s'allier avec l'intelligence artificielle risque de disparaître. Comme le cordonnier, comme le maréchal Ferrand. Alors, on y arrive.
Alors, juste pour vous donner un exemple un peu plus concret, parce que là on a parlé de la pub, on a parlé de choses qui font gagner de l'argent, mais on va parler de choses concrètes qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, c'est la génétique. La génétique. La génétique, qu'est-ce que vous allez faire avec la génétique? Aujourd'hui, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère. On appelle ça la médecine personnalisée. La médecine prédictive. Donc, les ordinateurs sont capables aujourd'hui donc de prendre votre génome, donc votre ADN, la séquencer. Il faut savoir que vous avez 20 téra de giga, enfin 20 téra de octets de data pour séquencer toute votre ADN. Donc, vous voyez à peu près, ça représente combien? Chaque personne d'entre nous, on a à peu près 2000 mutations génétiques par minute. Chacun d'entre nous, on a des mutations génétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que autant de mutations génétiques qui sont entraînées sur notre ADN doivent être analysées. Toutes les mutations génétiques ne sont pas cancéreuses. Mais prenons le cas que vous avez un cancer. Comment on peut savoir? Comment un médecin peut savoir quel médicament vous traitez? Donc là, toute l'importance de l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, avec ces ordinateurs, avec ces algorithmes d'analyse prédictive, on va pouvoir faire de la prédiction, vous prescrire les médicaments avant que vous tombez malade. Donc on est en train de rentrer dans une nouvelle ère. Alors même les métiers qualifiés comme la médecine vont être amenés à muter. Le médecin de 1980 ne fera plus la même médecine en 2050. Il sera couplé avec un ordinateur qui fera le séquençage de toute la génétique de votre corps, et ensuite le médecin sera là pour superviser et prendre une décision. Alors, ça c'est pour l'intelligence artificielle. Donc, voilà. L'intelligence artificielle faible, c'est ce qu'on retrouve sur Facebook, Siri, les aspirateurs électroniques, dans vos voitures, sur vos smartphones, en opposition avec l'intelligence artificielle forte. Donc, pour répondre à votre question, monsieur, c'est une intelligence qui a conscience d'elle-même. Donc, à partir du moment où un ordinateur aura conscience de lui-même, danger pour nous. Alors, qui peut me dire pourquoi danger pour nous? Nous, en tant qu'hommes avec un grand H. Oui. Oui, je vous écoute, oui, monsieur. Oh. D'accord, donc très bien, je vais prendre cet exemple. Comment sauver l'humanité? Bon, alors par exemple, alors qui va mettre les règles, qui va faire les programmes informatiques? Ça va être un homme. Donc automatiquement, la personne va mettre ses propres convictions dans le programme informatique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je vais programmer, par exemple, on va dire que je n'aime pas, je n'aime pas les Camerounais, je suis Camerounais. Hein. Je fais un programme informatique disant que bon, il faut protéger les hommes des Camerounais, et automatiquement, donc mon programme, même si c'est de l'intelligence artificielle, il va faire les choses en fonction de comment je l'ai codé. Donc on va avoir un problème de gouvernance. Qui sera la police de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Qui va gouverner toute cette intelligence? C'est un réel problème politique. Et aujourd'hui, je pense qu'au Sénat, à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de chercheurs qui posent ces problèmes à nos politiques. Qui va contrôler l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on va laisser le pouvoir aux jeunes développeurs? Est-ce qu'on va laisser des jeunes hackers dans leur chambre diriger la planète? Je pense pas, non? C'est un peu flippant. Est-ce qu'il y avait une question? Vous avez une question? Non? Ok. Alors, oui? Exactement. Mais, on est déjà dans le machine learning aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a déjà des intelligences artificielles qui sont capables donc d'apprendre d'elles-mêmes. Aujourd'hui, il y a certains, on va dire certains ordinateurs qui parlent 5 langues couramment. Donc, partez du principe qu'à un moment ou à un autre, l'intelligence artificielle finira par faire son propre langage de programmation qui sera juste inaccessible pour nous, les êtres humains. Donc, exactement. Il n'y aura plus besoin de l'homme pour faire la programmation. Pour programmer des... Oui. Exactement. Alors, la question est intéressante, oui. Allez-y. Si les intelligences artificielles, elles peuvent apprendre d'elles-mêmes, s'il y a quelqu'un de mal intentionné qui va les programmer, elles seront capables de comprendre d'elles-mêmes que c'est pas bon et du coup rectifier à partir de tout ce qui est à leur disposition
les big data, tout ça, du coup. Alors le problème, pas un vrai le problème, danger. c'est le big data. Aujourd'hui, on va prendre un problème Internet. Internet était quand même une technologie qui était censée rassembler les gens. D'accord? Mais si on regarde bien, Internet divise. Vous avez, vous avez un tas de forums qui existent sur un tas de sujets. Et en fait, finalement, plus moi je vous connais, plus je vous propose la même information que vous êtes susceptible d'aimer. Ce qui fait que vous n'êtes pas finalement si ouvert que ça. Alors je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous faites une recherche Google, vous commencez votre recherche et Google a déjà deviné ce que vous voulez écrire. Tout le monde trouve ça cool. Mais c'est quand même assez flippant. C'est-à-dire que Google savait à l'avance ce que vous allez taper. Il le savait. Si jamais je me connecte sur ma machine, je tape par exemple intelligence, il va me proposer automatiquement artificiel. Automatiquement. Et il ne sait pas, peut-être je cherchais une définition sur l'intelligence, peut-être une définition philosophique, mais non, il va me proposer des sites scientifiques parce qu'il me connaît, il va me proposer des vidéos scientifiques parce qu'il sait que j'aime bien les vidéos à caractère scientifique. Donc on est quand même sur une forme de Big Brother. Est-ce que vous voyez un peu les dangers que ça peut entraîner? D'où l'importance, tout de suite, d'avoir une gouvernance, avoir des politiques qui se penchent sur le sujet, puisque les métiers de demain vont changer. Ils vont changer pourquoi, à votre avis? Est-ce que ça coûte cher, l'intelligence artificielle? C'est gratuit. On l'a tous les jours. Personne ne paye quand il va sur Google. Personne ne paye quand il utilise Facebook. Qui paye quand il va sur WhatsApp, à part les 2 € qu'ils vous demandent à l'année? Et à votre avis, ces entreprises, comment ça se fait qu'elles soient valorisées à 25 milliards de dollars? Lesquelles? Les vôtres? Vous êtes en train de donner vos données. Alors, on passe à... Pardon, j'étais un peu trop vite. Alors, donc on a des nouveaux risques à court moyen terme. Donc automatiquement, on est tous les jours en train de donner des données. Alors juste pour vous donner une petite anecdote, Google lit vos mails. Google lit vos messages. D'accord? Quand vous êtes en train de vous engueuler avec votre petite copine par WhatsApp, Facebook les lit. Il n'en fait rien, mais il les stocke quelque part. Pourquoi? C'est peut-être temps de vous proposer un site de rencontre. Parce que vous êtes à 2 doigts d'une rupture. Ça paraît rigolo, mais c'est quand même assez flippant. Hein? Alors, si on continue sur le registre des sites de rencontres, les algorithmes d'intelligence artificielle ne proposent jamais de site de rencontre le vendredi soir entre 16h et 21h. Alors, pourquoi, à votre avis? Entre 16h et... Pardon? J'ai pas entendu. Ah, c'est l'apéro. Entre 16h et 18h, les hommes qui ont un peu d'argent sont dans leur voiture en train de rentrer. Ils sont dans les bouchons. Et donc, du coup, leur stress augmente et leur proposer une publicité à cette heure-là n'a pas de sens pour le robot d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que on va dire l'homme, parce que ce sont les hommes qui payent les sites de rencontres, ne sera pas intéressé. Trop de stress. Donc, toutes ces données, elles sont cumulées, elles sont compilées, elles sont stockées dans des bases de données, qu'on appelle des bases de données Big Data. Elles sont utilisées contre nous. Mais nous, on a donné toutes ces données gratuitement. Mais on nous les revend. On nous revend nos propres données. Alors, qui a déjà tagué sa famille sur Facebook? Ah ben voilà. En plus, non seulement vous avez donné vos données personnelles, vous avez donné celles de votre famille. Voilà. Vous continuez à donner celles de votre famille, donc l'intelligence artificielle de Facebook vous connaît, et en plus peut connaître votre famille. Et j'en suis sûr, il peut vous aider à retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps. Qui a déjà retrouvé quelqu'un sur Facebook? Ouais, quasiment tout le monde, ouais, finalement. Et c'est intéressant de savoir ce que les autres font sur Facebook, non? Ça vous intéresse de savoir où a été un tel et un tel dans une soirée? Eh ben, c'est comme ça qu'ils vous gardent sur leur site pour que vous restiez le plus longtemps possible afin de mieux vous connaître. Et ça, c'est gratuit. Alors, il y a quelque chose, moi, qui me frappe en tant qu'Européen, d'accord? C'est qu'aujourd'hui, l'Europe est prise en tenaille. Elle est prise en tenaille entre les 2 grands mastodontes que sont les GAFA. Alors, les GAFA, c'est un mot que vous allez entendre de plus en plus. On pourrait dire même les GAFAM-I, avec, je vais rajouter Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et Intel.
d'un côté, et de l'autre côté, par les géants qui sont les équivalents en Asie, avec Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Et vous avez vu que l'Europe, rien du tout. Aucune plateforme. Rien du tout. En matière d'intelligence artificielle, on est zéro. Donc, qu'est-ce que nous faisons en Europe? On alimente Facebook, on alimente Apple. Qui a un Apple ici? La moitié de la salle, je suppose. Un Android. L'autre moitié. Personne n'a pas de smartphone ici. Qui n'a pas de smartphone, tiens? Ah, il y a quelqu'un, il y a une personne. Bon, une personne, c'est pas... On pourrait applaudir. Donc, nous sommes pris en tenaille par ces mastodontes, on appelle ça des plateformistes, qui aujourd'hui se répartissent 2 milliards d'informations, et nos informations. Et on les a données gratuitement. Donc, les nouveaux dirigeants de ce monde seront Google, Apple, Facebook, Baidu. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années, on va dire, au cours du dernier siècle, les entreprises, elles étaient surtout verticalisées. Danone, il faisait des yaourts, Badois faisait de l'eau, Nissan faisait des voitures, et puis, tout est verticalisé. Mais aujourd'hui, Google, il fait quoi? Ils font tout. Ils font d'abord des moteurs de recherche, ils font de la vidéo, et ils vont jusqu'à faire des voitures aujourd'hui. Ils font aussi de la santé. Parce que leurs algorithmes d'intelligence artificielle sont capables de maintenant toucher tous les métiers. Et plus que les métiers dans lesquels ils avaient commencé leur aventure. C'est le patron de Google qui disait encore il y a quelques semaines dans une de ses interviews que Google va créer des machines plus puissantes que les hommes. Alors, et où est-ce que nous nous trouvons en Europe? Bon, l'Afrique, on oublie, parce que on est un peu en retard, quoi qu'il arrive, toujours. Mais l'Europe, qui était le centre du monde au dernier siècle, est en train de se laisser abandonner. Sachant que, souvenez-vous, par rapport au premier slide, nous étions dans la 4e révolution industrielle où l'intelligence artificielle, les nouvelles richesses vont être créées par les jeunes startups. Alors, qui peut me donner un endroit sur Terre où l'émergence des startups fait fureur? Alors, ça se trouve sur quel continent déjà? La Silicon Valley. Voilà. La Silicon Valley, vous savez combien ça pèse en termes de chiffre d'affaires? Enfin, en termes de valeur plutôt de capital. Alors, on parle en dizaines de milliers de milliards. D'accord? Ce qui représente le PIB quasiment de toute l'Afrique, plus de l'Europe. On crée plus trop de valeur. Alors, il y aura un trou noir de valeur entre l'intelligence biologique et l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes en train de vous en rendre compte? Les métiers peu qualifiés. Je prends par exemple un chauffeur VTC. À terme, vous leur donnez combien de temps? 20 ans? Une vingtaine d'années, avant qu'ils soient remplacés par des voitures autonomes. Mais alors les métiers qualifiés, hein? Les métiers, par exemple, vous allez tous des futurs managers. Si vous ne devenez pas complémentaire à l'intelligence artificielle, vos métiers vont disparaître. Alors je m'adresse particulièrement à vous parce que vous travaillerez en 2060. Moi peut-être moins, mais la plupart d'entre vous seront toujours vivants, ou en tout cas vos enfants. Donc, est-ce que dans nos systèmes éducatifs, alors je ne critique pas le fabuleux système éducatif dans lequel nous avons tous été baignés, mais est-ce qu'on nous apprend à utiliser les ordinateurs? Un petit peu, alors un peu plus, mais pas tellement. Est-ce qu'on nous apprend à programmer? Mais pourtant, dans les salles de marché, hein, c'est bien connu qu'il y a des traders. Hein, et ces traders sont toujours accompagnés d'un informaticien qui leur font des algorithmes pour prédire les prochaines valeurs sur le marché. Vous connaissez ça? Donc, c'est-à-dire que même sur les marchés financiers, même sur des métiers qui n'étaient pas des métiers où l'informatique était importante, l'informatique est en train de prendre une place très importante. Et même prédominante, je dirais. Et ça nous amène automatiquement sur la prochaine slide, où je nous appelle les idiots utiles de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi idiot et pourquoi utile? Parce que
Nous sommes 65 millions de Français qui, 180 fois par jour, utilisons nos smartphones, en moyenne, hein, bien entendu, hein, c'est pas vous. Et on envoie par an 10 milliards de photos à Facebook, Instagram et WhatsApp. 10 milliards de nos photos personnelles à ces gens. Quand vous envoyez une photo sur Facebook, vous savez où est-ce qu'elle est stockée? Qui la garde? Pour combien de temps? Qu'est-ce qu'il en fait? Bon, d'accord, il la publie sur votre mur, mais bon, hein, mais elle est stockée quelque part. Elle est utilisée toujours dans les algorithmes d'analyse prédictive pour faire de la prédiction et vous proposer bientôt de la publicité dans un premier temps, mais très vite faire des voitures autonomes. Aujourd'hui, une voiture autonome est capable de reconnaître et distinguer un camion d'un vélo. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce au big data. C'est grâce justement à ces milliards de photos que nous avons postées. Ils ont eu tellement de photos, ces algorithmes d'analyse prédictive, qui sont capables de reconnaître donc ce que c'est un vélo d'un bus. Et c'est ces mêmes algorithmes d'analyse prédictive qu'on retrouve dans les voitures autonomes. Donc, vous avez vu pour combien on leur donne? Pour 0 €. Alors c'est pareil pour toute l'Europe. Alors, je vais terminer avec cette slide avant de passer peut-être aux questions de Louis. Donc, pour moi, à moyen terme, je pense qu'il faut qu'on soit tous complémentaires avec l'intelligence artificielle. Il faut qu'on utilise de plus en plus nos smartphones, mais qu'on les utilise de manière assez intelligente. Je donne quoi, comment, pourquoi. D'accord? Donc, ce que j'ai mis ici, vous plus l'IA est égal l'IA, vous serez au chômage. L'intelligence artificielle doit être un complément à votre fonction dans une entreprise et non l'inverse. Sinon, ça veut dire que le robot peut vous remplacer. On l'a bien vu avec les caissières chez Carrefour, les caisses automatiques. À votre avis, pourquoi ils n'ont pas remplacé toutes les caissières? Pourquoi elles ne sont pas toutes remplacées par des caisses automatiques? Ben, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas mettre je sais pas combien de personnes au chômage. Voilà. C'est juste politique. Sinon, on aurait pu déjà depuis très longtemps remplacer, et ça fait beaucoup moins d'erreurs. Un ordinateur ne fait pas d'erreurs. Même si j'ai entendu que la voiture de Tesla a fait un accident, c'était de la faute de l'homme qui était dans la voiture. Il regardait un DVD, il a eu 7 secondes pour réagir avant de rentrer dans l'arbre, il est en train de regarder son film. Malheureusement, il en est mort. Encore une fois, c'est l'être humain qui est responsable de sa propre perte. Un ordinateur ne se trompe jamais. Alors j'entends souvent mon ordinateur déconne, mon ordinateur ne marche pas, mais non, c'est plutôt nous qui déconnons. Les ordinateurs marchent très bien. Voilà, donc automatiquement le coût du travail va baisser. Pourquoi je dis que le coût du travail baissera? Pour 2 raisons. Parce que l'intelligence artificielle va remplacer un bon nombre de nos tâches. Donc le coût du travail va baisser. Et pour ceux qui resteront, il faudront qu'ils trouvent un travail très qualifié dans un premier temps, mais aussi plus qu'un travail très qualifié, mais complémentaire à l'intelligence artificielle. Il y a déjà des entreprises en Asie qui sont assez transgressives, qui utilisent dans leur conseil d'administration des algorithmes d'analyse prédictive. Donc il n'y a plus de directeur. Le directeur, c'est un ordinateur. Il prend la décision, en tout cas il ne prend pas de décision, il propose des solutions à ses managers, et c'est le robot qui analyse toutes les données de l'entreprise. Et je pense que à venir, nos systèmes politiques seront aussi dirigés par des algorithmes d'analyse prédictive, par de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ce serait pas plus mal, d'ailleurs, des fois. Bon. Je vous remercie. Okay. Merci pour vos exemples. On va passer dans une deuxième partie à une partie de questions-réponses qu'on nous a d'abord déterminées. Donc vous avez pris d'abord l'exemple de Tesla sur le juridique. Et c'est vrai que ça interpellait bon nombre d'entre nous sur savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'aspect juridique sur ce point-là. C'est vrai que c'est une bonne question. Aujourd'hui, si jamais vous faites un accident, il y a des experts d'assurance. Vous avez une assurance qui vous couvre en cas d'accident et qui se déplace pour juger la responsabilité de la personne. Donc je pense que pour demain, avec les voitures autonomes, les assurances feront toujours la même chose, sauf qu'on ira voir le propriétaire de la voiture
et voir en quoi, quelles ont été ses motivations ou quelles sont sa responsabilité dans l'accident. Hein. Une deuxième question qui nous avait été posée également, c'était est-ce que l'intelligence artificielle, qu'elle soit faible ou forte, va, comme vous l'avez expliqué, toucher tous les domaines, notamment pour ici présents des étudiants, donc le domaine de l'éducation. Alors, la plupart d'entre vous, vous allez vous diriger vers quel type de poste, de travail? Qu'est-ce qui vous intéresserait de faire en fait? Je peux avoir 2-3 exemples. Oui. Ressources humaines pour certains. Marketing pour d'autres. Bah voilà, oui. Et un troisième, tiens. Alors, oui. Ah, d'accord. Bon, vous trois, là, vous êtes touchés par l'intelligence artificielle. Alors, je vais prendre pour le marketing. Le marketing, vous faites sûrement du référencement sur Internet? Ah, c'est vous, d'accord. Exactement. Alors aujourd'hui, il faut savoir que pour faire un peu plus simple, sur Google, vous avez déjà remarqué les trois premiers liens qui sont toujours, quand vous faites une recherche, il y a 3 liens. Les 3 premiers, généralement, ils apparaissent en haut de liste. Vous savez pourquoi? Ils ont été achetés. Ils ont été achetés par des annonceurs. Donc, qu'est-ce que Google vend? Il vend vos données personnelles. Hein? Donc, il vend un profiling. Il vend des profils. Donc, c'est à peu près ce que vous faites en fait, peut-être pas sur du web marketing, mais en tout cas en marketing, vous utilisez ce. Alors pour les ressources humaines, je travaille avec le pôle emploi essentiellement. Le métier de comme j'ai un peu expliqué, donc les prochains profils qui vont être sur le marché devront être complémentaires à l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, pour chercher du travail, vous faites comment? Les petites annonces, la plupart du temps. Hein? Mais ça va être pareil, en fait, finalement, vous allez être profilé. En fonction de votre profil, l'intelligence artificielle pourra vous proposer un type de poste. Alors, on a tous un problème, enfin, on a tous eu à un moment de sa carrière ou dans son parcours scolaire, un problème d'orientation. Qu'est-ce que je vais faire comme étude? On l'a tous eu. Hein, enfin, il y en a qui étaient plus ou moins savaient ce qu'ils allaient faire, mais on l'a tous eu. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai eu. Ce qui est sûr, certain avec des algorithmes d'analyse prédictive, eh ben, ça pourra nous aider. En fonction de nos profils, en fonction de nos recherches, sur l'ensemble du temps que j'ai passé sur Internet depuis que j'ai 3 ans, puisque j'aurai un smartphone à 3 ans bien, dans les prochaines années, eh bien, il pourra me dire que j'aime plus ou moins telle chose par rapport à mon historique de recherche. Donc voilà comment un peu les ressources humaines peuvent être impactées en termes de recrutement dans la gestion des hommes. Et j'ai aussi parlé tout à l'heure aussi des médecins, par exemple, avec la médecine prédictive. Si jamais vous avez une entreprise, par exemple, moi, dans mon entreprise, j'ai souvent des arrêts maladie. Mais quand j'ai un arrêt maladie, comment je remplace la ressource? C'est compliqué. Ça change un peu l'organisation. Si je sais qu'en avance, j'aurai un certain taux d'absentéisme dans mon entreprise, peut-être que je pourrais m'organiser en conséquence. Donc, je serai plus productif. Et le troisième point, c'était le UX design. Bon, ça c'est de la création pure. Je pense qu'il va falloir s'accrocher puisque les algorithmes d'analyse prédictive ou l'intelligence artificielle sont capables de faire des belles créations quasiment automatiques. Je pense que l'homme là pour toute la partie art et créative sera un superviseur. C'est juste mon opinion personnelle. Je pense que un être humain supervisera les créations de l'intelligence artificielle. Merci, je pense que vous avez réveillé les 3/4 de la salle sur leur master. Et je pense que c'est intéressant également de s'intéresser à un point de vue de Monsieur Lequin. Monsieur Lequin qui est le responsable de l'intelligence artificielle de Facebook, qui parlait beaucoup de l'intelligence artificielle forte. Oui. Est-ce que, selon vous, quand est-ce qu'elle arrivera? Alors, je pense qu'on ne peut pas commencer à imaginer des scénarios assez dramatiques avant 2035. Hein. À partir de 2035, on va rentrer dans une nouvelle ère, la nanotechnologie, l'informatique quantique. Hein, je sais pas si, bon là ça devient un peu technique, mais toutes ces nouvelles technologies vont permettre et juste, on va dire le développement et puis on va dire l'expansion de l'intelligence artificielle dans la société.
Enfin, dernière question sur ce point-là. Par rapport au projet du GAFA, vous pensez qu'ils ont d'autres projets, notamment dans la santé, la conquête spatiale? Alors, je sais que 2020, les Chinois ont prévu d'aller sur la Lune. Hein. Alors, vous allez me dire pourquoi. Bon, c'est déjà pour montrer qu'ils sont forts. Ça, c'est très important. Mais ça, c'est de la géopolitique. Hein. Mais c'est surtout aussi pour commencer à explorer des contrées plus lointaines. Il me semble que vous avez une conférence sur Mars il n'y a pas longtemps. Donc, pour aller sur Mars, en fait. Donc, il faudrait un point de chute déjà par la Lune pour aller sur Mars. Pour la santé, je sais qu'il y a IBM, il y a Google, Facebook qui s'intéressent à nos données de santé. Pourquoi? Pour justement faire de la médecine prédictive. Hein. Et les voitures autonomes, par exemple, chez Google. Hein. Ok, merci en tout cas d'avoir répondu aux questions qui nous ont été posées. Dans un troisième et dernier temps, on va passer à vos questions. Donc si vous avez des questions, notamment intelligence artificielle pour vous, rêve ou cauchemar, si vous voulez interagir. Alors, une première question. Je me lève. Bonjour. Oui. J'ai juste le soleil devant moi là. Alors je l'ai noté. D'après ce que vous avez dit tout à l'heure, vous disiez que plus ils voyaient des photos, etc. sur notre Facebook, plus l'intelligence artificielle de la voiture pouvait déterminer si c'était un vélo ou un camion. Mais du coup, est-ce que c'est le fait d'avoir beaucoup d'informations qui fait évoluer l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est nous qui la faisons évoluer? Alors, les deux. C'est-à-dire que c'est vous qui alimentez les algorithmes de machine learning en approvisionnant de photos. C'est une question très pertinente, mais vous avez tous entendu parler du big data. Alors, il y a une étude qui dit qu'aujourd'hui, les algorithmes d'analyse prédictive moyens, on va dire un algorithme moyen avec beaucoup de données, est plus performant qu'un algorithme très, très bien développé avec peu de données. Plus on a de la data, plus le robot sera performant. Est-ce que vous pensez que avec l'assistante de l'intelligence artificielle, on va devenir entre guillemets moins intelligent qu'aujourd'hui, qu'on aura moins de réflexes, etc. C'est une très grande question, mais ça c'est, on va dire, ça a caractère philosophique. Hein. Qu'est-ce que l'intelligence? D'ailleurs, je vais en profiter pour y répondre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous sépare finalement? Je vous pose la question à tous en termes sur le point de vue de l'ADN. Combien de pourcents nous sépare du singe, du chimpanzé, précisément? Oui. Oui, j'écoute. 0,02. Voilà, 0,02% de notre ADN est identique à celui des chimpanzés. Qu'est-ce qu'on fait des chimpanzés aujourd'hui? Le chimpanzé le plus intelligent, il sait faire quoi? Voilà. Peut-être il empile des objets, il sait faire quelques additions, il retient quelques nombres. Ça, c'est le plus intelligent des chimpanzés. Donc, imaginons-nous qu'une intelligence soit 0,2% plus intelligente que nous. Ah, est-ce qu'on peut se qualifier d'intelligent? Qu'est-ce qu'on fait des chimpanzés? On les met en cage, non? On fait des tests avec eux. Alors, prenons-nous une espèce qui soit 0,2% d'ADN supérieur à la nôtre. Donc la définition de l'intelligence, madame, c'est très difficile, parce qu'elle est propre à nous, parce que pour l'instant nous sommes l'espèce dominante, mais moi je ne suis pas sûr que nous soyons aussi intelligents que ça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'intelligence artificielle nous dépasse déjà depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous sachiez faire des calculs, vous utilisez une calculatrice. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Dans notre intelligence. Oui. Je pense pas qu'on sera moins intelligent. Je pense qu'il faut qu'on soit complémentaire. Il faut qu'on se complémentarise jusqu'à se voir s'hybrider avec l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, quand vous avez un problème cardiaque, on vous met un pacemaker. Bon, c'est juste c'est une petite pile électrique qu'on met sur votre cœur. Mais qu'est-ce que serait si on vous mettait une carte mémoire dans votre cerveau? Donc, on pourrait, par exemple, télécharger tous vos cours d'économie. On les mettrait directement sur votre mémoire, parce qu'elles seront interconnectées avec un système hybride.
et vous aurez toutes les connaissanses d'économie sur l'ensemble depuis l'histoire de l'humanité. Donc je pense pas qu'on sera moins intelligent, mais je pense qu'on va aller de plus en plus vers une forme de transhumanisme, d'hybridation avec l'intelligence artificielle, avec des puces électroniques. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, je crois qu'il y a des êtres humains qui courent plus vite avec des jambes, on va dire mécaniques. Vous l'avez vu avec le sprinter sud-africain, il a été amputé de ses 2 jambes, mais on a réussi à reproduire son système avec de la mécanique. Hein. Donc je pense qu'à terme, voire à très long terme, on pourrait toucher une forme d'immortalité, puisque tout nos parties, notre corps biologique, pourra être remplacé par de la mécanique, et à terme aussi de l'intelligence artificielle. Donc non, je pense pas qu'on régressera. Au contraire. Ok. Vous avez dit au début que quand Google enregistrait nos données, quand on tapait dans la barre de recherche, c'était flippant. Ok. Vous l'avez mentionné à plusieurs fois. Mais est-ce que vous ne trouvez pas ça flippant que du coup, par rapport à la problématique Tesla, une voiture conduise à notre place? Parce que là, dans les faits, il n'y a pas un travail d'accompagnement avec l'intelligence artificielle. Elle nous remplace totalement. Et même juridiquement, dans le futur, je suis un peu dans le droit, donc du coup, ça va être très compliqué parce qu'elle va remplacer totalement l'homme. Au niveau des accidents, ça va être infaisable. Et comment assurer la sécurité d'un transport avec une machine, quoi. C'est assez flippant. Aujourd'hui, je crois que la ligne 13 du métro parisien s'autogère. Hein. La ligne 14, je prends pas trop le métro. À Lyon, il y a les trams qui s'autogèrent tout seuls. Il n'y a pas de pilote. Hein. J'étais ancien pilote dans les avions. 80% du trajet se fait par le pilote automatique. Donc, vous n'intervenez que pour des phases de sécurité et d'urgence. Pendant le pilotage, vous reprenez pas, on n'est pas assis. Donc, l'ordinateur fait les choses mieux que les hommes. Le Tesla aujourd'hui, si jamais il y avait que des voitures autonomes sur les routes, il y aurait déjà 2 problèmes qui seraient réglés, les problèmes des bouchons et le problème de la sécurité routière. Il y a 3500 morts par an en France. Et je pense que même si jamais on fait tous les efforts du monde, il y aura toujours un nombre minimum de morts. Pourquoi? Parce que un homme, ça boit, ça sort, c'est fatigué, ça fatigue. On a nos limites biologiques. Demain, je pense que quoi qu'il arrive, il y aura quand même des accidents avec les voitures autonomes, mais nettement moins. Et je pense que le travail des informaticiens aujourd'hui, c'est pas de réduire à 0 le taux de mortalité sur les routes, mais c'est déjà de sauver les 3000 vies qu'on perd tous les ans. Alors je sais que ça va poser des problèmes juridiques, c'est toute la grande question, qui va gouverner, qui sera la gouvernance, qui sera la police, qui va rédiger les lois, sachant que chaque pays est souverain. Alors, en Asie, on va dire l'Asie et la zone sud-Pacifique, ils ont leurs propres lois. Donc eux, ils vont autoriser, par exemple, ils vont être très libéraux sur les algorithmes d'analyse prédictive. Vous allez avoir des pays beaucoup plus conservateurs, comme peut-être certains pays d'Europe, qui vont moins les utiliser, ou par exemple la Corée du Nord. Donc il y aura de plus en plus de disparités. Et encore une fois, comme je l'ai montré tout à l'heure, est-ce qu'on va donner tous nos pouvoirs aux géants du web, ou est-ce qu'on va essayer d'organiser un peu des contre-pouvoirs et puis de pouvoir mettre ensemble, tous ensemble, enfin je veux dire tous les pays du monde, une forme de régulation. J'ai répondu à la question? Ok. Je vois une question. Pardon, par rapport à... C'est moi. Ah ouais. Pardon. Ouais. Par rapport à l'intelligence artificielle, notamment dans les transports, quand vous parliez des voitures, vous avez pris l'exemple, enfin vous avez fait la comparaison avec le pilote d'avion, où 80% du vol est géré par l'avion, mais comme vous le dites vous-même, c'est en cas d'urgence que le pilote reprend les commandes. L'intelligence artificielle ne fait pas d'erreur, théoriquement, comme vous l'avez dit dans la conférence, mais les bugs existent, ce genre de choses. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un homme, notamment dans une voiture qui se dirige toute seule ou dans un type de transport quelconque, enfin, dans une situation qui peut mettre des vies en danger, il ne faut pas qu'il y ait un homme derrière parce que justement en cas d'urgence, elle sait pas gérer finalement la machine. Non. Et là, on arrive à ce que j'ai dit, la complémentarité. C'est-à-dire qu'on sera complémentaire à l'intelligence artificielle. Il y aura toujours un homme pour superviser. Ce ne sera plus un chauffeur, ce sera un superviseur. Donc le métier du chauffeur routier sera plus de conduire le camion sur toutes les routes de France. Il laissera l'ordinateur le faire, mais il sera là pour reprendre le contrôle au cas où il y a besoin. Est-ce que le danger
repose trop, parce que l'exemple de la ligne 14, il est assez parlant. C'est une ligne de métro où il y a personne de la RATP dans le système, si ce n'est derrière des ordinateurs, je sais pas où. Et si jamais il y a un problème, je veux dire par exemple s'il y a un mec qui se balade sur les rails et que l'ordinateur le détecte pas ou quoi que ce soit, qu'il le percute, le métro se renverse et finalement peut-être qu'un homme aurait freiné à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le danger est pas qu'on se repose trop sur l'intelligence artificielle en se disant elle est plus intelligente que nous, elle va pas faire d'erreur alors que nous on peut en faire? Alors ça c'est sûr et certain, mais ça on le voit déjà tous les jours, hein. J'ai une voiture aujourd'hui qui a une aide à l'assistance au freinage. Vous doutez bien que je me repose dessus, hein. Je freine jamais comme il faut, hein. Ou des fois je freine trop tard, le véhicule freine pour moi. Donc en venant à cette conférence, j'ai utilisé le Parktronic. Il y avait une super place, j'avais pas envie de faire le créneau, j'ai appuyé sur le bouton, la voiture s'est garée pour moi. C'est sûr que pendant les 30 secondes que le véhicule se garait, je regardais mon téléphone. D'accord. Mais ça, c'est encore des erreurs humaines. Je ne sais pas si jamais moi, aujourd'hui, je suis capable de m'auto-éduquer à être toujours prudent 100% du temps. Malheureusement, je reste qu'un humain biologique. J'ai hâte de devenir hybride et de me donner plus de conscience quand je suis sur la route. Mais quand finalement la question là-bas de est-ce qu'on va devenir moins intelligent avec le développement de l'intelligence artificielle, c'est pas est-ce qu'on va devenir plus feignant, et en devenant plus feignant, est-ce qu'on va pas laisser l'intelligence artificielle nous faire plein d'erreurs qu'on n'aurait pas fait si elle n'avait pas été là? Vous voyez ce que je veux dire? Comme justement le fait de se garer. Ouais, c'est exactement si, c'est sûr, on sera plus fainéant, mais comme on va s'hybrider avec l'intelligence artificielle, on sera potentiellement plus intelligent. Donc, mais ça va pas enlever nos limites biologiques, hein. Aujourd'hui, moi, je suis fainéant, j'ai envie de dormir, je peux pas prendre ma voiture, je la prends quand même. Une intelligence artificielle ne va pas subir ce type de phénomène. Elle pourrait peut-être même vous interdire de démarrer le véhicule parce que vous n'êtes pas suffisamment en éveil. Parce que vous aurez une puce dans votre cerveau qui dit que c'est l'heure de dormir et qui envoie une information au véhicule lui disant que non, on ne démarre pas parce que tu n'es pas en état de démarrer. Je pense que c'est encore une fois une question de complémentarité, d'hybridation pour vaincre ces problèmes. Et je rebondis sur un truc que vous avez dit sur les bugs. Il existe des programmes informatiques qui corrigent les bugs tout seuls. Et il y a des programmes informatiques qui corrigent les bugs des bugs. Et il y a des programmes informatiques qui corrigent les bugs des bugs des bugs. Ouais. Donc on est déjà dans cette ère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des programmes, on appelle ça des mises à jour, hein. Vous les avez vus, hein, dès que vous téléchargez une application, une semaine plus tard il y a une mise à jour. C'est pas tout le temps des développeurs, c'est des programmes qui sont là pour détecter les futurs bugs, qui les autocorrigent et qui relâchent, je parle en anglais, et qui publient la nouvelle version sur les stores. Bonsoir. En fait, je voudrais savoir votre avis. Pendant la conférence, là, vous parlez pas mal de l'intelligence artificielle, mais on a un peu l'impression que ça vous fait peur. Que si c'est mal utilisé, ça peut faire peur. Et en fait, j'aimerais savoir votre avis par rapport à ce qu'a dit Elon Musk, le PDG de Tesla, durant une conférence il y a quelques semaines où il considérait plutôt l'intelligence artificielle comme une opportunité pour l'humanité. Et il décrivait notre futur comme un futur plus productif avec des coûts en baisse. Et notamment, il annonçait qu'on allait avoir l'obligation de créer une espèce de salaire universel. Et donc, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Très bien. Elon Musk, il est américain déjà. Donc, lui, il fabrique des voitures qu'il va vendre aux Européens. Donc, moi, mon inquiétude, elle est du fait qu'en Europe, on n'a pas de plateforme et qu'on n'a pas suffisamment d'industrie capable de produire de l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'on va l'importer. Donc, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'à court, moyen terme, c'est qu'on soit autodépendant. Et déjà, on est déjà trop dépendant des Facebook, WhatsApp. On n'a pas l'équivalent français ou européen. On n'a pas de plateforme européenne en termes de moteur de recherche. Donc, ça m'interpelle moi, ça va interpeller mes enfants. Dans quel monde vont-ils vivre s'ils restent en Europe? Deuxième point, c'est vrai que je m'en souviens plus, c'était quoi la deuxième Oui, je pense, je peux partager cette opinion. Je pense que l'idée du salaire universel est une idée complètement stupide. Alors, je donne moi mon point de vue. Elle n'est pas justement créer un salaire universel va empêcher la complémentarité avec l'intelligence artificielle.
Elle va créer des gens qui vont travailler 6 ans en vie, ou en tout cas ils vont faire ils vont travailler juste ce qu'ils ont besoin pour survivre. Mais le monde dans lequel nous allons tendre va requérir une manipulation de cette intelligence artificielle, et le niveau de travail sera de plus en plus qualifié. Je pense qu'un trader ou un médecin dans 100 ans aura beaucoup plus de notions en informatique qu'en médecine pour interpréter les résultats de l'intelligence artificielle. Et il faudra manipuler tous ces outils informatiques. Donc automatiquement, si jamais on crée un revenu universel, c'est très bien, on va pouvoir consommer, ça va alimenter la production, mais je pense que comme d'habitude, les technologies divisent. Quand vous regardez l'Internet, on regarde les pays les plus riches, c'est les pays les plus connectés. Les pays les plus pauvres, c'est les pays les moins connectés. Donc si jamais on transfère tout vers les États-Unis et vers l'Asie, dans la zone sud-pacifique, je prends le Moyen-Orient, vous voyez les problèmes qu'il y a au Moyen-Orient. Je prends l'Afrique, vous voyez les problèmes qu'il y a en Afrique. Je prends l'Europe avec le système, on va dire, Providence, qui est en train de vieillir et qui a du mal à survivre. On va vivre dans quel monde? C'est là quand je dis les dangers, c'est pour ça qu'il faut qu'on organise très vite les contre-pouvoirs à ça. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ok. Pour continuer, non. Pour continuer un peu sur le sujet un peu plus politique, est-ce que vous pensez qu'en France, il y a encore des opportunités où l'écosystème un peu entrepreneurial il est en train de se créer, ou c'est mort de chez mort et il faut partir ailleurs? Non, il faut rester en France. Il faut rester en France justement. Le patron de l'intelligence artificielle qui est Yann Lequin, alors c'est Lequin, c'est comme on veut. C'est pas un patron de l'intelligence, c'est juste un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle qui est français. Et il travaille chez qui? Il travaille pas chez Atos, il travaille pas chez Capgemini, il travaille chez Facebook. Voilà. Donc c'est ça qui est plutôt, je dirais, dommage. Mais c'est pourquoi? Parce que en France, encore une fois, vous êtes les futurs entrepreneurs de la France, hein, les futurs managers de grandes sociétés. Il va falloir peut-être changer le modèle. Je vous prends un exemple. Pirelli, son travail, c'est de faire des pneus. En 2009, ils ont changé leur modèle économique. Ils ont inclus des petites puces sur leurs pneus qui commencent à collecter de la data. Alors, ils ont proposé un nouveau... Au lieu de vendre des pneus, maintenant, ils vendent des pneus à la demande aux routiers. Les pneus à la demande, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez besoin de faire 7000 km, vous louez les pneus pendant 7000 km et vous les rendez au fabricant. Et il a fait ça en introduisant justement de la data dans ses pneus et en proposant un nouveau modèle. Du coup, les petites entreprises qui étaient des entreprises qui avaient 3-4 camions ne pouvaient pas se racheter tout le temps des pneus, donc un taux d'accidentalité plus important qui a été réduit grâce, encore une fois, à l'intelligence artificielle que Pirelli a introduite dans sa façon de travailler. Moi, je pense que l'avenir passe justement par réformer le système éducatif. Moi, je me souviens qu'à l'école, j'ai jamais fait d'informatique. La première fois que j'ai touché un ordinateur, c'était en troisième année après mes prépas. C'est-à-dire que j'ai la première fois programmé, j'avais à peu près 19 ans. Donc, c'est dommage. On a 19 ans, on aurait pu commencer à apprendre à programmer un peu plus tôt, comme on apprend l'anglais, l'espagnol, chose que je pense qu'aujourd'hui n'est plus très important d'apprendre plusieurs langues, puisque l'intelligence artificielle pourra nous traduire en temps réel ce que quelqu'un nous dit dans une autre langue. L'intelligence artificielle, parce que vous disiez que le revenu universel c'était une mauvaise idée pour ça, mais tous les emplois sous-qualifiés, chauffeurs de bus, etc., qui vont disparaître, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Ils vont se retrouver au chômage technique, ils pourront pas être formés sur les enjeux du numérique, tout ça. Oui, c'est sûr. Tous les emplois peu qualifiés vont tendre à disparaître. Mais, encore une fois, on va s'hybrider, on va devenir complémentaire pour pouvoir faire quelque chose. Je suis persuadé je pense que la race humaine s'est toujours adaptée. Elle va s'adapter à ces nouveaux métiers, elle va en créer des nouveaux, et il y en aura toujours des nouveaux. On n'aura peut-être plus besoin d'un éboueur parce que ça sera fait par des robots, mais on aura toujours peut-être besoin de quelqu'un qui supervise ces robots, qui les répare, Vous voyez un peu? Oui, mais avec l'augmentation de l'intelligence artificielle, justement, on part du principe qu'une intelligence artificielle pourra faire plus de travail qu'un homme, donc au plus le temps avance, et au moins il y aura de travail disponible en soi. Il y aura moins de travail disponible actuel, mais ceux qui répareront les robots, ouais, mais ils n'existent pas ceux-là. C'est vrai, mais disons qu'un robot remplace
50 personnes. Il y a D'accord. peut-être 10 personnes qui doivent s'occuper de créer le robot, de l'entretenir, de le superviser. Donc il reste toujours 40 emplois en moins. Il reste C'est- l'agriculture. Non, je sais pas. C'est difficile de se projeter. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va créer des nouveaux métiers. Il y aura des nouveaux métiers. Le métier que je fais aujourd'hui, qui s'appelle data scientist, n'existait pas il y a 5 ans. Il n'existait pas du tout. Il a été créé parce qu'il y a des spécialistes de l'analyse prédictive qui se sont juste mis sur cette branche. Et il y a toujours des nouveaux métiers. Le métier de community manager, il existait. Aujourd'hui, c'est à la mode. On trouve plein de community managers. Et en même temps, le métier de webmaster, est-ce qu'il existe encore? Le webmaster, il est mort. Il a duré 10 ans. Et à la place, le community manager a pris la place. Je pense que c'est pas parce que la technologie remplace des hommes sur certaines tâches que les métiers aussi, tous les métiers vont disparaître. Je pense qu'ils vont muter, ils vont changer, ils vont évoluer. Certains vont complètement disparaître, mais d'autres aussi vont réapparaître. Donc vous pensez que ça va s'équilibrer sur le long terme? Je pense. Je pense qu'on sera suffisamment intelligent pour l'équilibrer à moyen terme, aussi longtemps que l'intelligence artificielle ne prend pas conscience d'elle-même. Voilà. Il y avait une autre... Ouais. Monsieur? Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez vu le film Her? Oui. Ouais. Oui, En il est fait, je bien. voulais savoir justement par rapport à ce film et aussi à une autre série qui s'appelle Black Mirror, qui Oui. montre pas mal l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste et à quel point on pourrait se retrouver enfermé comme dans Her, par exemple, vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Ben, je vous renvoie à la question. À quel point vous pensez que c'est réaliste de tomber amoureux d'un robot? Bah, moi, j'ai trouvé ça super réaliste en fait. Bah oui, moi je pense aussi, ouais. Je pense que tout va évoluer, même notre sexualité. C'est sûr. Alors, il y a plein d'exemples cocasses, qui existent. Vous savez qu'au Japon, ils développent pour les tétraplégiques, hein, vous savez, il y a des gens qui sont il faut les aider parce qu'ils ont quand même leur partie génitale qui fonctionne. Il faut qu'ils puissent avoir une assistance aussi pour avoir un peu de plaisir. Donc, mais comme ils peuvent pas bouger, il faut que quelqu'un les aide. À défaut d'avoir un humain ou une humaine qui les aide, pourquoi pas un robot? Ouais. Alors, j'ai deux petites questions. Ouais. La première, vous avez dit au début que l'intelligence artificielle avait conscience, si l'intelligence artificielle est forte, elle avait conscience d'elle-même. Mais est-ce qu'elle serait capable de ressentir des émotions, par exemple? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu les expériences avec les lions. On leur montre un miroir, ils pensent qu'ils ont affaire à un autre lion. Ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Vous voyez? Je pense que quand on va présenter un robot et qu'il aura conscience de lui-même, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se reconnaître et se dire que c'est lui, automatiquement, il va avoir de l'émotion. Je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà des programmes informatiques qui simulent l'amour. Il y a des robots qui sont capables de reconnaître vos expressions faciales et savoir si vous êtes énervé, si vous êtes triste, si vous êtes content. Donc, ça sera qu'une simulation, toujours, parce qu'il n'y aura pas de cœur, il n'y aura pas d'âme. Mais je pense qu'à terme, les robots, quand ils auront conscience d'eux-mêmes, pourront justement ressentir aussi des choses. En tout cas, les simuler, parce qu'ils auront appris à le faire. Merci. Et donc, ma deuxième question, qui est un peu plus pessimiste, est-ce qu'il existe une boîte, une entreprise ou une mémoire qui réunit toutes les big data, qu'elles soient judiciaires, médicales, réseaux sociaux, etc. Toutes les données stockées à un même endroit, non. Accessibles à une même intelligence artificielle? Non, mais c'est un peu non. Aujourd'hui, vous avez on va dire Facebook, c'est à peu près 2 milliards d'utilisateurs qui collectent de la donnée. Google, pareil. Apple, pareil. Donc tous on va dire ces grands plateformistes génèrent beaucoup de data et ils ont leur propre data center. Mais on a bien vu qu'il y a eu des fuites, hein, par exemple avec la NSA, qui demande des accès à ces informations. Alors, ce qui se passe au niveau militaire, je ne sais pas, hein, mais c'est sûr et certain que les gouvernements vont pouvoir avoir accès à certaines données. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé récemment à Londres, l'attentat. Il y a un attentat qui a été perpétré par un terroriste qui a tué un policier. Et juste avant son méfait, il avait envoyé des messages sur WhatsApp qui étaient cryptés. Et la police a demandé
des codes de décryptage pour pouvoir savoir à qui il parlait et qu'est-ce qu'il a dit juste avant de commettre son... Malheureusement, les clés d'encryptation, personne ne les connaît, ni même WhatsApp. Donc je pense qu'encore une fois, comment on va organiser les contre-pouvoirs? Qui va réguler? Est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce que aujourd'hui on a le droit de garder vos informations et de les crypter et pas savoir comment on fait pour les décrypter si jamais vous faites quelque chose de mal, par exemple, pour votre prochain? Donc, est-ce que c'est bon? Oui, oui. Aujourd'hui, la plupart des attaques des DOS qu'on appelle sont faites par des robots, sont faites par des serveurs. On appelle ça des machines virtuelles, mais c'est même pas de l'intelligence artificielle. Hein. On le fait. Bon, moi, je subis souvent des attaques et je me protège contre. Mais c'est fait par des machines virtuelles. On appelle ça des bots. Bonsoir. Comment voyez-vous le développement de l'Afrique justement avec l'intelligence artificielle? Vous pouvez répéter? Comment voyez-vous le développement de l'Afrique dans les futures années avec le développement de l'intelligence artificielle? Alors, je ne sais pas si en introduction vous avez vu, je souhaite faire l'ENA en fait pour pouvoir à terme intégrer, justement rentrer au Cameroun, qui est mon pays d'origine, pour aider justement le système politique avec de l'intelligence artificielle pour être le plus neutre possible. Donc oui, je pense que l'intelligence artificielle peut aider en politique pour les pays africains parce qu'on souffre de problèmes de dictature et un ensemble de problèmes de gouvernance, voire de corruption parfois. Et un ordinateur n'a pas d'âme, donc il distribue les richesses quand... Enfin, je pense que l'intelligence artificielle peut être d'une aide... Mais en fait, plus vite l'intelligence artificielle va se développer, moins ça va aider peut-être l'Afrique dans ce cas. Oui. Et plus l'intelligence artificielle va prendre du temps à se développer, plus l'Afrique pourra se développer et peut-être récupérer le train en marche. Alors il y a quelque chose qui est très important de savoir, c'est qu'en 2050, on sera 1 milliard d'Africains, il y aura 1 milliard d'Africains sur Terre, et la majorité entre 25 et 35 ans. L'Europe vieillit, hein, vous le savez tous, donc je pense que le gros des cerveaux, malheureusement, hein, sur 1 milliard, il y aura forcément quelques génies qui vont créer aussi des choses assez je pense, positives pour leur pays. Et l'intelligence artificielle, vu qu'elle est gratuite, ou en tout cas elle est accessible à très faible coût, va justement aider à développer l'Afrique. Je pense que c'est, pour moi, la projection que je fais à court moyen terme. Dernière question. Alors, on va prendre les deux là, les derniers. Ok, les 3 dernières alors. Bonjour. Oui. Je voulais savoir si la prochaine gouvernance mondiale, ce serait pas justement celle des entreprises. Justement, vous avez dit que les politiques seraient assistés par l'IA, donc justement créés par les entreprises elles-mêmes, et que les entreprises n'auraient pas justement à peu près toute la population mondiale au creux de leurs mains et pourraient la manipuler un peu comme bon vouloir, quoi. Alors, quelle est la question? Parce que j'ai pas. Ah, vous avez pas entendu? J'ai compris ce que vous dites, mais c'était quoi la question? Bah justement de savoir si la prochaine gouvernance mondiale est celle des entreprises et que c'est pas un danger justement qu'elles ont justement toute cette population mondiale au creux de leurs mains, toutes ces données, toutes ces datas, et qu'elles puissent en soi faire tout ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, en France, vous avez ce qu'on appelle l'open data. Par exemple, on a accès à certaines données, par exemple les données de la sécurité sociale. Vos données, par exemple, au Pôle emploi, vous avez tous un numéro de sécurité sociale qui reprend toute votre historique depuis votre naissance et toute votre affiliation. Il y a certaines parties de ces données qui sont ouvertes, on appelle ça l'open data. Donc il y a certaines données qui sont accessibles au grand public et d'autres qui sont gardées pour des caractères de sécurité. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui la gouvernance, en tout cas ceux qui dominent, les prochaines entreprises qui vont dominer la Terre, enfin en tout cas le monde, d'un point de vue économique, seront les startups qui auront justement soit intégré de l'intelligence artificielle ou soit créatrices d'intelligence artificielle. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, est-ce que vous pouvez la reformuler peut-être un peu mieux? J'ai pas tout compris. Mais je vais reprendre un peu votre réponse. En soi, vous avez dit que justement ces startups vont justement recréer l'intelligence artificielle, mais ces startups elles-mêmes vont être achetées par ces grandes entreprises justement qui font justement l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, ce que je veux juste dire, c'est qu'en gros, les entreprises de demain contrôleront à peu près tout ce qui se passe dans le monde, du point de vue de l'IA. C'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Oui, à l'heure d'aujourd'hui, mais justement que ça peut être utilisé à mauvais escient et que c'est un danger. D'accord. Aujourd'hui, moi, je veux bien être le policier de ce, mais malheureusement, je suis pas au conseil d'administration de Google. Bon, je fais confiance au patron de Google pour faire des choses intelligentes avec,
Mais c'est sûr et certain que dans de mauvaises mains, c'est comme je dirais un pistolet. Hein. Dans de mauvaises mains, ça fait des braquages, et dans des bonnes mains, ça protège les citoyens. Donc la technologie, elle n'a pas une vocation. La technologie, elle est là pour exister, et puis nous, en tant que scientifiques, on crée ces technologies. Maintenant, comment on les utilise, c'est à nous, c'est de notre responsabilité en tant qu'être humain. Il en restait 2. Ouais. Alors, bonjour. Oui. Bonjour. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez une idée de quand est-ce qu'on pourrait éventuellement arriver à un très fort, quelles conditions ça peut produire, quel type de manifeste ça va entraîner, et dans ce cas, comment est-ce qu'on va agir, comment ça va Vous avez vu le film Terminator? Voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, si jamais l'intelligence artificielle forte prend le dessus sur l'homme, c'est elle qui contrôle. Et elle n'est pas sujette aux problèmes biologiques qu'on nous rencontre. Un ordinateur, ça dort pas. Nous, on sera obligé de se reposer, même si on fait la guerre contre un robot, au bout d'un moment, il faut qu'on aille se reposer. Vous voyez un peu? Donc du coup, pour répondre à votre toute première question, on ne va pas envisager de scénario comme ça dans les 100 prochaines années. C'est pas encore d'actualité, on n'en est pas encore loin, on en est encore très loin techniquement. Mais je pense que les enjeux sont d'abord sociétaux, économiques. Comme le monsieur disait juste devant vous, les problèmes de travail, hein, c'est-à-dire est-ce que le travail va disparaître? Je pense que c'est plus là les vraies questions, plutôt de savoir si on va avoir un scénario à la Terminator d'ici les 15 prochaines années. Hein. On en est encore très loin, très très loin même. Oh, ça, ce sont des légendes urbaines. Vous pouvez pas éteindre les serveurs qui sont sur la Terre entière. De manière, la plupart des ordinateurs sont des machines virtuelles. Donc, vous éteignez et vous la relancez juste 10 minutes plus tard. Donc, Du coup, ça marche pas. Si. Du coup, ça me fait rebondir dessus sur l'emploi. Le fait que l'intelligence artificielle, concrètement, c'est ce qui va se passer, va s'imposer dans certains métiers où elle intervient pas directement à l'heure actuelle, tels que, je pense, la médecine ou des métiers manuels, ça peut peut-être entraîner un certain taux élevé d'offres, peut-être d'emploi, et peut-être peu de demandes par rapport au fait que, à l'heure actuelle, les étudiants qui font médecine s'attendent à intervenir directement. Dans 10 ans, je ne sais pas si un mec qui fait médecine, il voudra faire SAV d'une machine. C'est ce que je trouve triste, en fait. Alors ça, c'est de la faute de qui? C'est ceux qui font nos programmes scolaires. C'est pas de la faute des étudiants qui sont en médecine. Moi, personnellement, je vous coupe juste à propos. Vous savez qu'un médecin au Bangalore qui étudie la génétique coûte 3 fois moins cher à l'heure qu'un salarié chez Renault qui est au 3,8. Donc ça vous laisse penser que c'est compliqué. Donc forcément, ce rapport de force, il va forcément à un moment jouer en notre défaveur. Donc quand vous avez un médecin qui vous coûte, je sais pas, allez, je dirais 100 € à l'heure, et vous avez un salarié dans une usine chez Renault qui vous coûte 80 €, il ne fait que de mettre des portes sur des véhicules, et vous avez quelqu'un de super qualifié à 100 €, il y aura un déséquilibre. Et ce trou de valeur là qui va exister, c'est l'intelligence artificielle qui le crée. C'est-à-dire que on va demander de plus en plus aux gens de savoir manipuler les intelligences artificielles. Il y a encore des maréchals ferrants qui existent. Hein. Si jamais vous avez un cheval, vous pouvez aller toujours voir votre maréchal ferrant. Mais vous serez juste marginalisé. Vous voyez un peu? Donc vous êtes dans un monde capitaliste où la productivité est très importante. Les entreprises vont rechercher d'augmenter leur productivité. Donc pour augmenter leur productivité, on va remplacer par des robots qui font moins d'erreurs. On va remplacer par de l'intelligence artificielle qui est beaucoup plus prédictive que l'homme, parce que l'homme met beaucoup de ses émotions. Hein, quand on va au travail, des fois on n'a pas envie, on travaille moins bien. Parce qu'un robot ne le fera jamais. Donc c'est assez alarmant. Encore une fois, je reviens encore à la même question. Comment on va réguler tout ça? C'est tout le problème, c'est toutes les questions, mais c'est plus des questions pour moi qui suis scientifique. Je laisse ça à nos politiques. Et moi, je continue à faire mes algorithmes tranquillement. Merci. Alors merci d'avoir remercié Monsieur Billon pour sa superbe intervention et ses exemples très concrets. On remercie également le PSB Innovation, notamment Salinder,
qui a contribué énormément à l'organisation de cette conférence, Kebel Events pour les lumières, Mesia pour la vidéo, merci encore. Également toute l'administration qui était présente, nos professionnels de l'extérieur, nos professeurs et les étudiants. Merci à tous.